Il y a 4 milliards d'années, la Terre a subi une collision cataclysmique avec un impacteur dont les débris ont formé la Lune. Et cet événement a eu un impact considérable sur le cours futur de l'histoire de la Terre et surtout de l'histoire de l'humanité en fait. Si la Lune n'avait pas existé, la rotation de la Terre, son influence gravitationnelle ou les conditions nécessaires à l'émergence de la vie telle que nous la connaissons auraient été très différents. La vie n'existerait peut-être même pas. La Lune reste le seul satellite naturel en orbite autour de la Terre de manière stable, et qui est toujours visible dans le ciel. Ça dépend où est-ce qu'on se trouve sur Terre, mais il y a forcément des endroits où la Lune est visible. Ce qui est plutôt logique quand on y pense. Avec Copernic, qui a compris que c'était la Terre qui tournait autour du Soleil et pas l'inverse, mais qui soulignait quand même que la Lune tournait autour de la Terre, on s'est rendu compte, avec les lois de Newton un petit peu après, qu'on pouvait avoir des systèmes gravitationnels à l'intérieur d'un autre système plus grand. C'est comme ça qu'on a des lunes qui orbitent autour de planètes, qui orbitent autour d'étoiles, qui ont une trajectoire dans la Voie lactée, qui elles-mêmes se déplacent dans l'univers. Et certains se sont forcément demandé s'il n'y avait pas quelque chose de logique derrière, autre chose en tout cas que le chaos généralisé de la gravité. Peut-être qu'il ne s'agit là que de l'expression harmonieuse des lois universelles des mathématiques. En 1766, l'astronome Johann Titus émet l'hypothèse que la distance des planètes par rapport au Soleil coïncidait avec leur nombre de satellites. La Terre possède la Lune, Mars en possède 2 qui seront découverts 50 ans plus tard, Jupiter semble en avoir 4, les lunes galiléennes, et logiquement, Saturne devrait en avoir 8. Mais même si cette idée était prometteuse, les découvertes futures ont montré qu'il s'agissait plus d'une coïncidence mathématique qu'autre chose. D'ailleurs, Mercure et Vénus n'ont pas de satellites. D'ailleurs, Jupiter n'en possède pas 4, mais 95. D'ailleurs, il y a quelques théories qui nous expliquent qu'elle pourrait finalement en avoir plusieurs centaines, mais qu'on les a juste pas encore toutes découvertes. On sait que le système solaire n'est pas uniquement composé de planètes et de lunes. D'ailleurs, une lune, c'est pas un gigantesque objet rond qui tourne autour d'une planète et qui est visible dans le ciel nocturne et sur lequel on peut marcher dessus. Un caillou de quelques mètres de diamètre qui tourne autour d'une planète est de facto un satellite naturel. Et donc, il est tout à fait possible, concevable même, que la Terre abrite au sein de son système un autre satellite qui est juste beaucoup plus petit et beaucoup moins massif que la Lune. Cette interrogation a donné lieu à de nombreuses affirmations de la part de personnes clamant haut et fort avoir découvert une nouvelle Lune autour de nous. Que ce soit des astronomes de bonne foi ayant commis une erreur, ou bien des charlatans qui racontent n'importe quoi, ces pseudo-découvertes se sont toutes avérées fausses. Et croyez-moi, des gens qui ont affirmé avoir trouvé un deuxième satellite, il y en a eu un sacré paquet. Aujourd'hui, on est capable de détecter des satellites qui sont de l'ordre du mètre, c'est-à-dire des tout petits cailloux, en fait, et qui croisent l'orbite de la Terre à plusieurs centaines de milliers, voire de millions de kilomètres. C'est ce qu'on appelle les géocroiseurs. Le plus célèbre étant Apophis, qui se rapprochera de la Terre en 2029 et qui passera à moins de 40 000 km, c'est-à-dire entre la Terre et la Lune, et qui sera sans aucun doute l'événement de cette décennie, clairement. Mais vous le savez, certains médias exploitent ces situations pour créer des scénarios catastrophes, alors que la majorité des géocroiseurs sont juste totalement inoffensifs. La Terre ne peut pas naturellement posséder un autre satellite aussi régulier que la Lune, sans remonter aux origines du système solaire. Et on sait aujourd'hui qu'il n'y en a pas d'autres. Il est tout à fait possible d'avoir des petites particules de poussière en orbite, mais ce ne sont pas des satellites. Ils sont trop petits pour être considérés comme des objets massifs. Par contre, la Terre peut capturer un géocroiseur dont l'influence gravitationnelle est infime. Et on le sait parce que c'est déjà arrivé. Nous sommes le 14 septembre 2006 dans le Catalina Sky Survey, dans l'Arizona, aux États-Unis. Ce jour-là, un objet de quelques mètres de diamètre a été repéré, et qui présente une trajectoire particulière en forme de fer à cheval dans l'espace. En gros, on a une orbite solaire qui s'approche de la Terre avant de s'éloigner à nouveau. Et donc en 2006, cet astéroïde a été détecté s'approchant de la Terre, et on sait qu'il était présent dans les environs depuis un certain temps. Le 12 juin de la même année, soit 3 mois avant sa découverte, il était éloigné de 840 000 km.
Erik Christensen, l'astronome responsable de sa découverte, semble un peu perplexe. En effet, il a de très bonnes raisons de penser que ce qu'il vient de découvrir n'est pas quelque chose de naturel. Ça ressemble quand même vachement à la trajectoire d'un lanceur spatial qu'on a envoyé dans l'espace et qui, après la fin de sa mission, s'est laissé emporter dans une orbite solaire avant de revenir vers le système gravitationnel terrestre. Et c'est tout à fait concevable. On le sait parce que c'est déjà arrivé avec le lanceur S-4B de la mission Apollo 12 en 1969 et qui revient vers notre planète une fois tous les 40 ans avant de se rebarrer dans son orbite autour du Soleil. En gros, une sorte de débris spatial humain abandonné dans l'espace et qui revient nous voir à cause du hasard de la gravitation. Cependant, la manière dont l'objet renvoyait la lumière montre que c'est sans doute pas un lanceur avec de la peinture noire et blanche dessus, Et Christensen conclut qu'il s'agit plutôt d'un astéroïde à la roche très dense. Il a été officiellement nommé 2006 RH-120, un nom qui n'a évidemment pas été choisi au hasard, c'est une classification administrative. Mais avec sa petite taille de quelques mètres de diamètre, il est considéré comme totalement inoffensif. En cas de collision avec la Terre, il aurait été consumé en quelques secondes dans la haute atmosphère à cause des frottements de l'air. Et donc ça ferait un petit météore. En gros, pour vous donner une idée de la menace. Ah, une étoile filante. Voilà, l'humanité est sauvée. On a eu chaud. À 2 doigts de l'extinction, vraiment. Le principal intérêt de ce caillou spatial, c'est sa vitesse. Parce que contrairement aux autres géocroiseurs, celui-ci s'approchait de la Terre avec une vitesse beaucoup plus relative, beaucoup plus lente. Et ça, c'est à cause de son orbite. Imaginez ça comme une voiture qui roule sur l'autoroute à côté de vous. Vous allez tous les deux dans la même direction avec à peu près la même vitesse, mais de votre point de vue référentiel à vous, la voiture semble s'approcher doucement. Eh bien, 2006 RH-120 fonctionne sur le même principe. Il orbite autour du Soleil quasiment de la même manière que la Terre. Et lorsqu'il s'approche de nous, eh ben, il le fait suffisamment doucement pour pouvoir être retenu par la gravité de la Terre. En gros, il ne peut pas se rebarrer. L'attraction est trop forte. Et là, vous commencez à comprendre où je veux en venir. Depuis le 12 juin 2006, cet astéroïde a effectué des orbites complètes autour de nous. Elles étaient totalement chaotiques, rien de prévisible comme celle de la Lune, et alternaient entre approche et éloignement. Ce phénomène a perduré jusqu'en juin 2007, où à un moment donné, l'astéroïde a accumulé suffisamment d'énergie, en passant à 300 000 km de la Terre, pour se rebarrer dans l'espace. Ça signifie qu'après 1 an, soit le temps nécessaire pour accomplir une orbite solaire, 2006 RH-120 est redevenu un objet libre dans l'espace. Et pendant ce laps de temps, il était littéralement la 2e lune de la Terre. D'autres exemples existent, comme 2020 CD3, le 2e satellite temporaire autour de la Terre découvert in situ par l'homme en février 2020. Les trajectoires de ces objets par rapport au plan de l'écliptique ne représentent rien, elles sont totalement chaotiques. Et donc c'est compliqué d'analyser un petit peu leur trajectoire. Des exemples comme 2023 FY3, 1991 VG et bien d'autres permettent de montrer que ça n'a finalement rien d'exceptionnel à l'échelle de l'histoire de l'univers. Si l'on prend en compte les statistiques et le nombre considérable de petits objets qui errent dans le système solaire intérieur depuis des milliards d'années, il est probable que la Terre ait involontairement capturé des milliers d'astéroïdes au cours de son existence, créant ainsi des satellites naturels temporaires. Si jamais c'est vrai, ça veut dire que la Terre a eu des milliers de fois une 2e lune. Par contre, la Lune avec un grand L reste le seul satellite qui a une orbite complètement stable au fur et à mesure que les milliards d'années s'écoulent. Heureusement que ces géocroiseurs qui restent autour de notre planète pendant 1 an ou 2 sont totalement inoffensifs et sont juste au stade de petits cailloux. Parce que s'ils devaient rentrer en collision avec la Terre, ça se réglerait dans la haute atmosphère sans qu'on ne remarque quoi que ce soit. Depuis le sol, il n'y a aucun risque, même face à des bolides de plusieurs milliers de tonnes, comme celui de Tcheliabinsk qui s'est disloqué dans l'atmosphère à 35 km d'altitude. Le danger de Tcheliabinsk, il provenait de l'onde de choc liée à la dislocation de l'atmosphère, pas liée à un impact au sol, ce qui est totalement différent. Cependant, la question se pose. Que se passera-t-il le jour où ces cailloux ne mesureront pas quelques mètres, mais quelques centaines de mètres?
et que leur masse ne se limite pas à 20 tonnes, mais 50 milliards. Bon, rassurez-vous, c'est hautement improbable. La majorité des géocroiseurs se contentent généralement de passer rapidement loin de l'orbite lunaire avant de s'éloigner pour des dizaines d'années. Maintenant, imaginez un scénario où la Terre capture un astéroïde de plusieurs centaines de mètres et qui en devient un nouveau satellite temporaire. Là, il y a de quoi flipper. Un truc aussi massif aurait des effets de marée quasiment négligeables, que ce soit au niveau de la Lune ou au niveau de notre propre planète. Le véritable danger, il vient de sa trajectoire chaotique qui change tout le temps. Et donc, ce serait sans doute une source d'angoisse. Peut-être que 2 mois après son insertion, après 2 ou 3 orbites, en fait, ils se rendent compte que l'angle d'attaque de la Terre, c'est presque 90 degrés et du coup, il nous impacte droit devant. Si la dislocation d'un caillou de la taille d'une voiture se fait en quelques secondes, un bolide de la taille de la Tour Eiffel pourrait résister à l'atmosphère. Le plus gros danger ne viendrait pas d'un géocroiseur qui est pile dans une trajectoire de collision avec notre planète, ça c'est dans les films de SF. Par contre, un astéroïde qui s'approche et s'éloigne de nous a beaucoup plus de chances d'avoir une orbite qui finit par voler en éclats et tomber directement sur nous. C'est pour ça que ce scénario est, à mon sens, beaucoup plus angoissant. Un tel cataclysme reste théorique, et il est peu probable qu'il se produise dans les prochains siècles. Néanmoins, il est toujours possible que la Terre puisse capturer un gros objet assez massif, donc de quelques dizaines voire centaines de mètres, très loin autour de la Lune. Dans ce scénario, cet objet pourrait être considéré comme Terre 2, avec la Lune en tant que Terre 1. Ce sont les noms administratifs. Selon sa trajectoire, s'il n'est pas une menace pour la Terre, il pourrait même développer son propre système gravitationnel. Bon, un système absolument minime, certes. Et du coup, ça serait une occasion unique d'exploration. Sachant que les missions d'exploration d'astéroïdes sont extrêmement longues et complexes dans l'espace, en avoir un sous le coude extrêmement près de nous, enfin extrêmement près, tout est relatif, c'est une occasion en or. Certaines organisations corporatistes pourraient être tentées à l'idée de proposer des projets d'extraction de ressources pour les amener sur Terre et en faire du commerce. Mais il faut garder à l'esprit que ce scénario reste très improbable, du moins pour le moment. En attendant leur possible future visite, vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne YouTube, partager mon travail s'il vous plaît, mettre un petit pouce bleu, activer la cloche et regarder les autres épisodes. À la prochaine et passez de bonnes fêtes.